Donc, je vous souhaite tous la bienvenue pour ce premier webinaire sur la plateforme Shoulder 3T. Donc, je tenais à remercier Hélène Dallet et Margot Barra de FH. Hélène Dallet qui s'occupe de Shoulder 3T et Margot Barra pour FH pour l'organisation de ce premier webinaire. Nous allons traiter ce soir de la prothèse inversée. Alors, nous avons la chance d'avoir deux orateurs de prestige, Jean-David Vertel, qui va nous parler de la biomécanique de la prothèse inversée, mais il va surtout nous parler des dernières données sur la biomécanique et comment on peut envisager la future prothèse inversée. Omar Nagy, qui est avec nous depuis quelques années et qui a expérimenté le logiciel iOrtho. C'est un logiciel qui permet de planifier l'implant génoïdien, planifier à la fois la taille de l'implant et planifier sa version, son inclinaison, l'implantation de l'implant génoïdien. Enfin, je vous présenterai un cas clinique, tout à fait simplement, avec le scanner préopératoire, l'examen clinique, la planification avec iOrtho, et enfin la chirurgie en relive, qui va durer 5 minutes, pour vous montrer comment le matériel ancillaire est adapté au logiciel. Donc, tout d'abord, Jean-David va nous parler de la biomécanique, et je lui cède la parole. Bonsoir. Alors, je vais vous partager mon écran. Hop là. Voilà, donc je vais vous parler de la biomécanique de la prothèse inversée. Donc, on va faire des petits rappels d'anatomie et de biomécanique. Donc, vous savez tous que l'épaule, c'est une articulation qui est non contrainte, qui est composée principalement de l'articulation gléno-humérale et de l'articulation scapulo-thoracique. Et donc, souvent, on s'intéresse beaucoup à cette articulation gléno-humérale et assez peu à l'articulation scapulo-thoracique. Et probablement qu'il va falloir un jour ou l'autre se pencher sur cette articulation scapulo-thoracique dans la prothèse inversée, mais pour l'instant, on ne sait pas encore très bien comment l'évaluer. Il y a 14 muscles qui permettent de bouger et de stabiliser l'épaule. Parmi ces 14 muscles, il y en a 8 qui sont des muscles gléno-huméraux, avec principalement le deltoïde qui va nous intéresser pour la prothèse inversée et la coiffe postérieure pour la rotation externe. Et puis, il y a 6 muscles qui concernent l'articulation scapulo-thoracique. Et encore une fois, dans le cadre de la prothèse inversée, ces muscles, on ne sait pas très bien les évaluer et on ne sait pas très bien comment leur fonction va influencer le résultat définitif. En fonction du mouvement, ces différents muscles vont s'activer à différentes étapes. Et donc, quand on va avoir des déficiences de ces différents muscles, eh bien, on va se retrouver devant différents tableaux cliniques. Et donc, par exemple, on voit ce patient qui, lui, a un plexus brachial complet. Et donc, quand il essaye de faire bouger son épaule, il n'a aucun muscle qui se contracte, ni les muscles capulothoraciques, ni les muscles de la coiffe, ni les muscles gléno-huméraux. Et donc, il n'a aucun mouvement. En revanche, ce patient, c'est un tableau que vous connaissez tous très bien. On voit, ça va être l'épaule droite. On voit qu'il a un beau galbe du deltoïde. Donc, il a un deltoïde fonctionnel et contractile. Mais s'il essaye de lever le bras, eh bien, il va avoir une subluxation antéro-supérieure de sa tête humérale. C'est-à-dire qu'il a un déséquilibre dans le plan vertical des forces, des couples de force. Et donc, il est incapable de faire un mouvement d'élévation ou d'abduction efficace. En revanche, il a des rotations qui sont conservées puisqu'il a une coiffe postérieure qui est maintenue, mais il ne peut pas du tout faire d'élévation. Et donc, c'est vraiment ce qu'on appelle la pseudo-paralysie. On va voir ces rotations ici qui sont conservées. Il a une rotation interne aussi qui est tout à fait efficace. Ce patient-là, là, ça va être du côté gauche que ça se passe. Et donc, vous voyez qu'il n'a pas de relief du deltoïde. Donc, il a une paralysie chronique du deltoïde. Et donc, cette paralysie chronique du deltoïde, elle ne va pas l'empêcher du tout de faire les différents mouvements d'élévation, d'abduction, de rotation, puisque il a une coiffe qui est parfaitement fonctionnelle. En revanche, là, on va voir la différence, c'est dans le mouvement d'extension de l'épaule, puisque le deltoïde est le seul mouvement qui permet de faire de l'extension d'épaule, et a fortiori avec le coude fléchi, puisque le long triceps, sinon, peut compenser cette fonction. Et donc, on va revenir à des notions de base de biomécanique, qui sont le centre de rotation, le bras de levier et le couple de force. Et donc, le centre de rotation, c'est un terme qu'on emploie très fréquemment et qui est très facile à comprendre. Le centre de rotation, c'est le seul point qui reste fixe dans un mouvement de rotation. Et donc, si on voit ce triangle ici, on a le triangle ABO qui va se transformer par un mouvement de rotation en triangle A'B'O. Eh bien, le centre de rotation, c'est le seul point qui n'a pas bougé, c'est le seul point fixe, c'est le point O. Et donc, si on prend une articulation gléno-humérale, eh bien, le centre de rotation, ça va être lors d'un mouvement d'abduction, la tête va tourner autour
d'un point fixe, qui est donc le centre de rotation de cette articulation, et qui va tourner autour du centre de rotation, qui est le centre de la tête humérale, à peu près. Et donc, on voit ce mouvement de rotation qui se fait avec un point fixe au niveau du centre de la tête humérale. Le bras de levier, maintenant. Le bras de levier, c'est la distance entre la ligne d'action d'un muscle et le centre de rotation. Et donc, si on prend ce boulon ici et qu'on veut essayer de faire tourner ce boulon, eh bien, il va falloir utiliser nos deux doigts. Et donc, si on utilise nos deux doigts, on va entraîner une force, une certaine force, avec une ligne d'action. Et la force qui va être nécessaire pour faire tourner ce boulon, eh bien, elle va dépendre du bras de levier. Et le bras de levier, ça va être la distance entre le centre de rotation, donc le centre du boulon, et la ligne d'action qu'on va exercer sur le boulon. Donc, c'est la distance qui est figurée en bleu ici. Et si jamais c'est très difficile, eh bien, on peut allonger ce bras de levier, par exemple en utilisant une clé à molette. Et donc, on va augmenter considérablement le bras de levier. Et tout d'un coup, eh bien, la force nécessaire pour faire tourner le boulon, pour exercer le même mouvement, eh bien, va être nettement diminuée puisqu'on va augmenter cette distance et donc augmenter ce bras de levier. Et il faut aussi retenir que le bras de levier, c'est pas une notion qui est fixe, en particulier quand on regarde une articulation. Ici, le coude, donc on va avoir un point de pivot, donc un centre de rotation qui va être au niveau du coude. Et on voit le bras de levier qui est la distance verte, et on voit qu'en fonction du degré de flexion, eh bien, ce bras de levier va être modifié puisque la ligne d'action du muscle va s'éloigner progressivement du centre de rotation. Et donc, on voit que quand on est en extension complète, eh bien, le bras de levier va être très faible. Et donc, les forces qui vont s'exercer par le biceps ou le brachial vont être principalement des forces de contraction, de compression, pardon. Et plus on va plier le biceps, plus on va contracter le biceps, donc plier le coude, plus le bras de levier va augmenter. Et donc, moins il va y avoir d'efforts nécessaires pour continuer à plier le coude. Donc, il faut avoir ça en tête, et notamment dans les mouvements d'abduction, eh bien, on voit que ce bras de levier, il se modifie en fonction de la position des deux segments de membres les uns par rapport aux autres. La coiffe des rotateurs, on en parle souvent, on imagine bien qu'elle a un mouvement rotateur, un rôle rotateur, puisque c'est son nom, et donc on sait très bien que le sous-scapulaire est responsable de la rotation interne, que la coiffe postérieure fait la rotation externe, mais elle a surtout un rôle stabilisateur, et c'est ce qu'on voyait chez le patient qui était pseudo-paralytique tout à l'heure. Quand la coiffe des rotateurs ne peut plus avoir ce rôle stabilisateur, eh bien, on est incapable d'avoir un mouvement de rotation. Pourquoi? Parce que c'est une articulation non contrainte, l'épaule. Et donc, comme elle n'est pas contrainte, son centre de rotation ne peut pas être fixe. Quand le deltoïde se contracte, eh bien, l'humérus, il va avoir qu'une seule envie, c'est de monter. C'est pas de rester face à l'omoplate pour faire un mouvement de rotation. Et donc, le seul moyen qu'on a d'avoir un centre de rotation fixe, donc de fixer le centre de rotation physiologiquement, c'est de contracter notre coiffe de façon forte pour ancrer la tête face à la glène, pour avoir un point de pivot, pour que le deltoïde puisse avoir un mouvement efficace de rotation. Et donc, c'est extrêmement important d'avoir une coiffe compétente pour pouvoir avoir un centre de rotation fixe. Et donc, ça nous amène à cette notion de couple de force qui a été introduite par Burkhardt il y a quelques années maintenant, avec un couple de force horizontale, avec un antagonisme entre la coiffe antérieure, le sous-scapulaire, et la coiffe postérieure, avec l'infraépineux et le petit rond, et un couple de force verticale, avec d'un côté le deltoïde et de l'autre côté l'ensemble de la coiffe des rotateurs. Et donc, dès qu'on va avoir un déséquilibre dans l'un de ces couples de force, eh bien, on va avoir une perte de fonction. Et cette perte de fonction, elle va dépendre du couple de force qui est touché et du sens dans lequel ce couple de force est atteint. Donc, ici, on a une omarthrose qui est excentrée, donc avec une tête qui est ascensionnée. Et donc, on s'attendrait à avoir une épaule pseudo-paralytique, mais vous savez tous qu'il y a des patients qui ne sont pas du tout pseudo-paralytiques, qui sont adaptés et qui ont malgré tout réussi à créer un nouvel équilibre. Et on comprend bien ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'en acétabilisant son acromion, eh bien, ce patient, cette patiente en l'occurrence, a réussi à fixer son centre de rotation, c'est-à-dire que la tête ne peut plus monter, elle est bloquée, donc elle a un centre de rotation fixe. Et donc, quand le deltoïde se contracte, eh bien, la tête va tourner, va pivoter autour de ce centre de rotation, et on voit cette dame qui a une fonction qui est tout à fait acceptable. Elle n'a pas de douleur, elle a des bonnes amplitudes. Évidemment, elle n'a pas de force, mais elle est très contente comme ça. Maintenant, on peut avoir des déséquilibres dans tous les plans, et ces déséquilibres, ils peuvent être plus ou moins importants en fonction de l'atteinte. Et donc, si on a une atteinte que deux muscles, notamment du supraépineux et de l'infraépineux, eh bien, on va avoir un déséquilibre qui va être incomplet. C'est-à-dire que
l'épaule reste fonctionnelle, mais souvent elle est douloureuse. Et donc on voit que cette dame, elle arrive à monter complètement, soit en s'aidant de l'autre bras, soit quand on l'aide. Elle a des rotations qui sont maintenues. Et donc elle se plaint de douleur. Elle a ce que le professeur Boileau appelait initialement une perte douloureuse d'élévation, et maintenant il appelle ça une épaule douloureuse tout simplement. Et donc chez ces patients, on retrouve systématiquement un sous-scapulaire inférieur intact et un petit rond intact. Maintenant, on peut avoir des déséquilibres complets, comme le patient qu'on a vu tout à l'heure. Et donc, on voit cette dame qui essaye de lever le bras, mais elle a un centre de rotation qui n'est pas fixe. Et donc, elle ne peut pas faire un mouvement efficace de rotation. Elle a des rotations axiales qui sont conservées, puisque dans ce plan-là, le couple est respecté. Le couple entre la coiffe antérieure et la coiffe postérieure est respecté. Mais dès qu'elle elle tente d'élever le bras, eh bien, le centre de rotation se promène. Il n'est pas fixe. Et donc, elle ne peut pas faire un mouvement de rotation. On peut avoir des déséquilibres dans le plan horizontal. Et donc, on peut avoir un patient comme ça qui n'a plus de coiffe postérieure. Et donc, quand on le voit, il a des mouvements dans le plan vertical qui sont parfaitement conservés, une abduction à une élévation qui est parfaite. En revanche, il a une rotation externe coude au corps qui est négative et avec un lag sign en rotation externe et un signe du clairon. Il ne peut pas mettre la main à la bouche sans lever le coude. C'est la perte isolée de rotation externe. On peut avoir la même chose dans l'autre sens. Si on n'a plus de sous-scapulaire, à ce moment-là, la coiffe postérieure va être plus forte que la coiffe antérieure. Et ce sont des patients qui perdent complètement la rotation interne. Et ensuite, on peut bien sûr avoir des combinaisons de tous ces déficits avec des ruptures antéro-supérieures ou des ruptures postéro-supérieures qui associent un déséquilibre dans le plan vertical et un déséquilibre dans le plan horizontal avec une association d'une perte d'élévation et une perte de rotation externe active et parfois, plus discutablement, une perte de rotation interne active. Donc, si on revient maintenant à ce qui nous intéresse ici, c'est-à-dire le déséquilibre dans le plan vertical complet, et donc ce sont des patients qui vont avoir une ascension de la tête humérale et avec un centre de rotation qui n'est pas fixe, parce que souvent ça s'associe à une subluxation supérieure, mais aussi antérieure, et donc chez ces patients, la tête ne va pas être bloquée par la voûte acromiale ou coraco-acromiale, et donc la tête va partir en avant et ne va pas être fixée, et donc ça va empêcher la fixité du centre de rotation, et donc chez ces patients, initialement, ils étaient très douloureux avec une perte de mobilité. Et donc, on les traitait par une prothèse humérale simple. Cette prothèse humérale simple, elle permettait d'avoir un effet antalgique, mais on récupérait, bien entendu, aucune mobilité active. Et donc, vous connaissez tous cette invention de Paul Gramont. En 1985 environ, il s'est dit, mais si on inversait la forme de l'épaule, eh bien, ça nous permettrait de fixer ce centre de rotation. Et par 4 différents principes biomécaniques, on récupère chez ces patients des mobilités satisfaisantes chez ces patients qui n'avaient plus d'élévation antérieure. En médialisant le centre de rotation, on voit ici très bien le centre de rotation sur le dessin A qui est au niveau du centre de la tête humérale. Si jamais on modifie, on inverse la forme de l'humérus, enfin de l'articulation, on passe le centre de rotation au niveau de l'interface entre l'implant et l'os, donc au centre de la glénosphère. Et donc en faisant ça, on augmente considérablement la distance entre ce centre de rotation et la ligne d'action du deltoïde. Et donc, on augmente le bras de levier. Et donc, en augmentant le bras de levier, on diminue l'effort qui est nécessaire pour faire le même mouvement. C'est-à-dire que le deltoïde a moins d'efforts à fournir pour faire un mouvement d'élévation. Ensuite, on distalise. On voit très bien sur ces schémas que le trochiter se retrouve distalisé. Et donc, l'insertion du deltoïde se retrouve distalisée par rapport à l'acromion. Et donc, en faisant ça, on retend les fibres du deltoïde, ce qui permet d'avoir une prétention du deltoïde qui permet de monter le bras de façon plus efficace. Et puis surtout, comme je vous disais, on fixe ce centre de rotation, c'est-à-dire qu'on transforme l'articulation qui était une articulation semi-contrainte, enfin pardon, non contrainte, en une articulation semi-contrainte. Et donc en faisant ça, on bloque le centre de rotation, ce qui fait qu'il n'y a plus de mouvement de translation parasite de la tête humérale. Elle ne va pas se balader sur la glène, elle reste fixée face à la cupule la glénosphère reste fixée face à la cupule en polyéthylène. Et donc, ça permet un mouvement efficace de rotation, c'est-à-dire que toutes les forces qui vont s'appliquer sur l'humérus vont être transformées automatiquement en force de rotation. Et puis enfin, et ça c'est plus pour la survie que pour la fonction, en médialisant le centre de rotation, eh bien, on se retrouve avec un centre de rotation qui est à l'interface entre l'os et l'implant, ce qui permet de diminuer les forces de cisaillement et donc de diminuer le risque de dessèlement de l'implant glénoïdien. Et donc, avec tout ça, on avait des patients qui récupéraient une élévation satisfaisante, une abduction satisfaisante, mais peut-être qu'en médialisant de façon excessive,
il y avait un prix à payer, avec notamment, vous voyez ici, un conflit entre le bord médial de l'humérus et surtout de l'insert en polyéthylène et le pilier de l'omoplate, ce qui entraîne des encoches qui peuvent aboutir à terme à une usure du polyéthylène, des débris de polyéthylène qui vont entraîner une ostéolyse de la glène, de l'humérus, une résorption des tubérosités, un dessalement des implants, à la fois glénoïdien et huméral, une amélioration insuffisante de la rotation externe, de la rotation interne, parfois une instabilité, peut-être par un manque de force compressive du deltoïde ou par une détente excessive de la coiffe résiduelle, et puis une perte du contour de l'épaule à cause de cette médialisation avec une saillie de l'acromion qui pouvait être parfois inesthétique. Et donc, il y a trois chirurgiens qui ont proposé, chacun de leur côté, de latéraliser. Alors, tout le monde proposait de latéraliser. Et en fait, quand on regarde les techniques de latéralisation qu'ils ont utilisées, ils ont tous latéralisé spécifiquement dans la glène. C'est-à-dire que on a soit latéralisé en modifiant la forme de l'embase glénoïdienne, en la rendant onless, c'est-à-dire que la glénosphère était posée dessus au lieu d'être incorporée autour, soit en modifiant la forme de la sphère, qui s'est retrouvée être 2/3 de sphère plutôt qu'une hémisphère, soit en modifiant la forme du col de la scapula en rajoutant un petit médaillon osseux, un bio-RSA, donc avec de la tête humérale ou bien avec une autogreffe iliaque ou une allogreffe pour latéraliser l'ensemble de l'implant et donc modifier la forme du col de la scapula tout en conservant l'interface, enfin le centre de rotation à l'interface entre l'os et l'implant. Mais en fait, on s'est focalisé beaucoup sur la glène, mais dans le même temps, pas forcément volontairement, on a latéralisé dans l'humérus. Et donc les trois façons qui ont été utilisées plus ou moins volontairement, encore une fois, pour latéraliser dans l'humérus, ça a été de modifier la forme de la tige. Donc on est passé parfois de tiges droites à des tiges qui étaient plutôt incurvées. On a modifié l'angle cervico-diaphysaire, qui est passé de 155 degrés à 135 degrés. Et on a modifié aussi la nature de l'insert huméral, donc soit sa position, sa connexion en fait entre la tige et l'insert, qui était plus ou moins médialisé, et puis surtout en modifiant l'insert qui est passé de inlay à onlay. Et donc en modifiant ces différents paramètres, eh bien on a latéralisé. On a aussi changé plusieurs autres choses, puisque en modifiant l'angle cervico-diaphysaire, comme on voit ici, un angle à 155 degrés, en le faisant passer à 135, eh bien, on éloigne la cupule humérale du col de la scapula et du pilier de la scapula, et donc on diminue l'encoche et on diminue les conflits, et donc on augmente probablement les mobilités passives. Et puis aussi, de façon plus anecdotique, mais en coupant un peu plus d'humérus, c'est-à-dire qu'ici, quand on fait une coupe à 155 degrés, on voit que pour notre exposition glénoïdienne, on est un peu plus gêné, alors qu'en coupant de façon plus aiguë, à 135 degrés, eh bien, on se retrouve avec une exposition plus aisée pour accéder à la glène et pour fraiser la glène. Et puis, on voit ici très bien que plus on met des inserts onlay épais, eh bien, plus on va latéraliser notre humérus qui va se retrouver éloigné de la scapula. Et donc, tout ça, ça a des effets qui sont différents et qui sont à la fois communs. C'est-à-dire que le fait de latéraliser, ça a des effets généraux, mais qu'on latéralise dans la glène ou dans l'humérus, ça va avoir des implications différentes. Si on latéralise dans la glène, comme on peut l'imaginer, on va éloigner l'humérus du col de la scapula. Et donc, en éloignant l'humérus du col et du pilier de la scapula, on va diminuer l'encoche et puis on va augmenter les mobilités sans conflit. Donc, on va augmenter les mobilités passives. Encore une fois, on ne tient pas compte ici, théoriquement en tout cas, des mobilités scapulothoraciques qui vont probablement aussi éloigner le pilier dans une certaine mesure de l'insert en polyéthylène. Mais en faisant ça, ça a certains défauts, puisque on va rapprocher le centre de rotation de la ligne d'action du deltoïde, on va diminuer le bras de levier du deltoïde, on va peut-être aussi augmenter le stress acromial, comme l'ont montré certaines publications, et puis on va augmenter les forces décélantes entre l'implant et l'os, puisqu'on va éloigner le centre de rotation de cette fameuse jonction implant-os, et c'est pour ça qu'il y a certainement une limite de latéralisation glénoïdienne qu'on ne peut pas dépasser. La latéralisation humérale, elle va avoir, elle, différents effets. En diminuant l'angle cervico-diaphysaire, on va diminuer, comme on l'a vu, l'encoche. On va préserver aussi un peu l'os métaphysaire. Et puis, en latéralisant dans l'humérus, on va améliorer la position de l'humérus. On va, en tout cas, rendre une position plus anatomique,
des tubérosités, ce qui va permettre sans doute de retendre la coiffe avec une tension plus physiologique. On va augmenter les forces compressives de l'articulation, on va augmenter la stabilité, on va augmenter le bras de levier du deltoïde et on va augmenter l'angle d'enroulement du deltoïde. Maintenant, il faut faire attention à pas trop latéraliser, à la fois dans l'humérus et dans la glène, ce qui peut entraîner un overstuffing, c'est-à-dire une surtension dans l'articulation qui peut avoir un certain nombre d'effets indésirables. Et donc, si on veut retenir les principes, donc il est clair que la prothèse inversée permet de rétablir une élévation en cas de déséquilibre vertical. Une prothèse trop médialisée peut avoir des désavantages. Il faut sans doute latéraliser un peu dans la glène pour diminuer l'encoche, augmenter les mobilités sans conflit. Il faut sans doute avoir un angle aux alentours de 135 degrés pour diminuer le conflit, puisqu'il n'y a pas tellement d'effets néfastes à diminuer cet angle cervico-diaphysaire. Il faut probablement latéraliser un peu dans l'humérus pour rétablir une position anatomique des tubérosités, mais cette latéralisation humérale doit être une variable d'ajustement, puisque on sait qu'il ne faut pas trop surtendre la tête, enfin l'articulation pour respecter une tension physiologique des parties molles. Je vous remercie de votre attention. Bon, mais merci, merci Jean-David. Nous sommes à 20 minutes, alors on va limiter les questions. Je vois qu'au chat, il y avait surtout des remerciements de nos anciens fellows, et donc ils sont assez contents de ton topo apparemment. Je crois que le plus important, c'est la dernière diapo, donc on essaye d'adapter le positionnement à la morphologie. Tu peux nous résumer un peu en une minute, comment tu penses que la prothèse inversée va évoluer dans le design et dans son implantation, à la fois du côté glénoïdien et du côté huméral? Eh bien, je pense que on va tous se mettre d'accord pour qu'il y ait une certaine latéralisation glénoïdienne qui sera aux alentours de 5 à 8 mm, disons, puisque c'est ce qui semble être utilisé à peu près par tous les constructeurs de plus en plus ou par les gens qui utilisent du bio-RSA pour diminuer d'une part les encoches et pour diminuer le conflit entre l'omoplate et l'humérus. On va passer à des angles à 135 de plus en plus parce que c'est ce qui se voit de plus en plus sur les derniers modèles et puis sans effet néfaste, comme je vous le disais, avec que des effets bénéfiques. Et puis, on va probablement avoir la possibilité d'ajuster la latéralisation humérale en fonction de l'encombrement préopératoire de la tête humérale. C'est-à-dire qu'on sait pour les prothèses anatomiques qu'on varie entre 37 et 54 mm pour nos têtes humérales, puisqu'on respecte l'anatomie des gens. Et pour les inversés, on n'a qu'une taille pour tout le monde et probablement qu'avec le temps, on va s'adapter plus à la taille de nos patients et modifier la latéralisation humérale pour se retrouver à une tension à peu près physiologique des parties molles pour éviter de surtendre, ce qui pourrait limiter les amplitudes, et pour éviter de sous-tendre, ce qui pourrait empêcher d'avoir des mouvements actifs efficaces en utilisant la coiffe résiduelle. Alors, sinon, une question, c'est à propos du sous-scapulaire. Est-ce que tu le répares, s'il est réparable? Ça, c'est un premier point. Et s'il est absent, qu'est-ce que tu fais? Alors, je le répare systématiquement quand je peux le réparer. Il y a une étude de Bradley Edwards qui montre quand même que sur la stabilité, c'est une étude clinique, sur la stabilité, ça semble être efficace. Il y a plusieurs études biomécaniques qui montrent que sur la stabilité, ça a aussi un effet. Et puis, il y a une étude récente de Philippe Collin qui n'est pas encore publiée, mais qui montre que c'est une étude échographique. Il a fait des échographies à toutes ces prothèses inversées et il a montré que la rotation interne active était significativement corrélée à la cicatrisation du sous-scapulaire. Donc, je le répare. J'essaye de mettre les patients en rotation externe au moment où je le répare pour pas limiter la rotation externe. Et puis, je pense que ça a un effet sur la stabilité et la rotation. Maintenant, quand il est absent, c'est un peu comme pour l'épiscopaux, c'est-à-dire que si les patients ont un lag sign préopératoire en rotation interne, eh bien, je me pose la question d'un transfert et on a montré par une étude biomécanique qui vient de sortir dans le JSES que le transfert de grand pectoral, qui est assez facile à faire par voie deltopectorale, peut marcher pour ces patients-là. On n'a pas encore de résultats cliniques là-dessus. Maintenant, s'ils n'ont pas de lag sign, je considère que le grand rond, le grand pectoral et le grand dorsal à leur place habituelle permettra de récupérer une rotation interne et probablement la mobilité scapulo-thoracique aussi qu'on sait pas identifier.
Ok, merci Jean-David. Pour les autres questions, on y répondra dans les autres topos, puisqu'on parlera de la simulation et de e-ortho. Donc, je vais passer la parole à Omar. Si tu veux bien prendre la main, Omar. Très bien, merci Philippe. Bonsoir tout le monde, ravi d'être parmi vous. Pour enchaîner sur le topo de Jean-David, je vais lancer le mien puisque le but c'est vous expliquer un petit peu l'objectif d'une planification et surtout pour moi l'intérêt fondamental d'une planification dans le cadre d'une prothèse, notamment inversée, puisqu'on a une biomécanique qui lui est propre, comme on vient de l'écouter. Voici rapidement le plan que je vous propose. Je ne reviens pas sur l'intérêt actuel dans le traitement des cuff-tear-arthropathie de la prothèse totale de type inversé. Ça reste une technique qui nécessite une certaine rigueur parce que la malposition des implants va essentiellement être à l'origine de complications, notamment au niveau glénoïdien et surtout au niveau glénoïdien, comme le notching ou l'instabilité ou éventuellement le décèlement. Les études biomécaniques qui fondamentalement insistent sur l'intérêt du positionnement glénoïdien pour optimiser le résultat fonctionnel. Partant de ce principe-là, et de surcroît, quand la glène présente des déformations osseuses ou des défects importants, il est en pratique, pour nous tous, difficile d'identifier les différents repères anatomiques pour positionner l'implant de manière adaptée. Partant de ce principe-là, les radiographies standards et les tomodensitométries à 2 dimensions qu'on utilise pour la planification habituelle peuvent générer des représentations qui sont erronées sur la version et l'inclinaison glénoïdienne comparativement aux reconstructions 3D. Il y a une étude très intéressante de Julien Berrouet qui a été dans l'OETSR et qui a réparti 2 groupes de chirurgiens avec un groupe qui a été dans le cadre d'une planification 3D avec une vision de planification 3D et un deuxième groupe qu'on appelle un groupe blind qui lui n'a qu'une vision de la glène, comme la vue péropératoire qu'on a tous. Et la conclusion a été assez intéressante, puisque le groupe qui avait une planification 3D a permis de positionner l'implant de manière assez efficace et assez précise, alors que le groupe blind, lui, indépendamment de son niveau d'expérience chirurgicale, n'a pas été en mesure de le placer de manière adaptée. L'objectif de la présentation, c'est de vous expliquer qu'à partir d'un logiciel, qui est le e-Ortho-Shoulder de FH Orthopedics, on peut réaliser une planification 3D. Et surtout, c'est ce qui intéresse le sujet aujourd'hui, comment transférer votre planification 3D le jour J au bloc opératoire, et ce, sans l'utilisation d'un PSI. Parce que là, il y a du délai, il y a un coût additionnel, et je suis convaincu que la planification chirurgicale doit concerner toutes les prothèses, et pas seulement celles avec des usures très importantes de type C, B2 ou B3. En général, j'aimerais que vous reteniez cette diapositive parce que c'est le fil conducteur de la planification. La base ou le cahier de charge biomécanique, c'est une version qui restera inférieure éventuellement à 10 degrés de rétroversion maximum, une inclinaison neutre à un tilt inférieur, c'est important, et un interligne chirurgical reconstitué qui peut éventuellement être médialisé, et une surface de contact minimaliste de 50% entre le metal back et l'os natif. On peut l'augmenter avec une greffe osseuse ou un implant augmenté métallique. Le logiciel, je ne vais pas m'attarder dessus. On crée un compte. À partir de cela, on va charger des images d'un CD sur lequel votre scanographie est présentée, qu'on va envoyer sur une segmentation et une modélisation à partir des repères anatomiques. Et à partir de ce moment-là, on aura la planification. Et ça m'amène à passer sur un replay d'une planification d'un cas qui va être opéré et que je vais partager avec vous. Donc, vous avez au fait un élément intéressant, c'est que vous avez une page où vous avez la liste des patients et vous pouvez commencer votre planification. Premier élément important, c'est, je vais faire pause ici parce que c'est important, ici vous avez la page qui vous donne la cartographie native de votre patient. Sa version, lui, il a 10 degrés de rétroversion native. J'attire votre attention sur l'inclinaison. Plus de 95% des cas, vous avez remarqué, et c'est quelque chose qu'on ne regarde pas, l'inclinaison native est souvent supérieure. D'où l'intérêt de la discussion du tilt inférieur, une subluxation de 60%. On peut éventuellement switcher entre les fenêtres, puisque vous avez la fenêtre 2D sur le côté. Vous pouvez visualiser votre rétroversion sur la coupe axiale, sur la coupe coronale. Là, on va apprivoiser cette anatomie. On peut tourner la scapula, essayer de visualiser un peu l'ensemble des éléments, apical, caudal, postérieur, antérieur. On peut également
soustraire l'humérus pour une vision de la glène avec les petits points qui représentent les landmarks, c'est-à-dire les repères anatomiques qui vont permettre de calculer l'ensemble des éléments. On clique sur un petit logo en haut qui fait débuter la planification. Votre planification débutera avec un implant positionné par le logiciel sur l'anatomie native de votre patient. C'est-à-dire l'implant est à 10 degrés de rétro, 8 degrés d'inclinaison supérieure, une surface de contact initiale de 53%. Donc le but, alors c'est un logiciel qui vous permet également de planifier une prothèse anatomique, prothèse inverse évidemment, avec un metal back ou avec un liner polystyrène. On peut, à partir d'une certaine taille, utiliser un plot de reprise. Je vais juste le cliquer pour vous montrer les différentes options. Là, vous allez voir le petit plot de reprise qui va apparaître dans le col de la scapula. Et on pourra débuter la planification proprement dite avec, pour moi, le choix d'un implant de 44S chez ce patient me paraît largement suffisant. Et je vais déjà aller vers le cahier de charge biomécanique de ma prothèse inversée puisque je veux un éventuel tilt inférieur et une rétroversion inférieure à 10. Donc, on enlève la glénosphère, vous avez votre metal back qui est représenté et vous avez les différentes données en bas avec 0, plus 10, plus 20 qui représentent les guides que vous pourrez utiliser en péropératoire. Et ça, c'est très intéressant puisqu'on pourra transférer la planification à la réalisation chirurgicale. Là, je vais utiliser un guide de plus de 10 degrés et l'utilisation de celui-ci va même mettre l'implant à 1 degré de rétroversion. Quand je vais modifier mon inclinaison pour avoir un tilt inférieur, remarquez que mon implant qui était à 1 degré s'est transformé en 5 degrés de rétro. Interdépendance. Si vous modifiez l'inclinaison, votre version va changer. C'est très important de le visualiser. Là, on a une cartographie qui me plaît, 5 degrés de rétro, 5 degrés d'inclinaison inférieure. Je vais vérifier mon implant et je vois que le positionnement de la quille est affleurant sur la corticale postérieure. Je vais l'antépositionner. Et je vais bien visualiser où il se positionne. Là, je suis satisfait. Je suis à 16 mm d'un point d'entrée antérieur. Je vais également regarder la vue coronale. Cette vue coronale vous permet de voir le léger tilt inférieur avec un léger gap. Je remets la glénosphère pour bien visualiser la latéralisation et la distalisation. Et je vais faire un petit rimming central très minimaliste, mais de 4 mm en bas qui va être au ras de l'ostéophyte, qui va être également émondé lors de mon fraisage. Donc, globalement, en quasiment 2-3 minutes, j'ai pu globalement savoir quelle est la taille de mon implant, la taille de ma glénosphère. Je peux également faire une transparence scapulaire qui va me permettre de voir le logement de la quille. Vous allez le voir par une vue qui est caudale. On va retourner dans tous les sens la scapula. Et là, vous allez voir que la quille est parfaitement dans l'os, avec une patte antérieure qui vient bien parallèle au col de la scapula. Ceci me semble assez satisfaisant. Je vais remettre la scapula dans sa vue globale. Et on a un cahier de charge qui paraît satisfaisant, 5 degrés de rétroversion, 5 degrés d'inclinaison inférieure, une surface de contact osseuse de 71%. Globalement, tout ceci me paraît très bien. Et vous voyez ici sur cette vue que vous avez un petit gap postéro-supérieur lié au tilt et à la correction de la version. Et celui-ci pourra être parfaitement comblé par le greffon osseux que vous pouvez prélever sur la tête humérale. Et donc, on peut passer à la planification des vis. Le logiciel vous place les vis dans la version la plus optimale pour lui. Vous gardez la main sur certaines modifications. Moi, j'aime bien que changer sur une position qui va être postéro-supérieure au pied de la coracoïde avec une longueur de vis polaire supérieure qui est de 24. Ce ne sont pas des vis verrouillées, donc on pourra facilement les placer en légère presbycorticale. La vis inférieure, je l'ai modifiée juste pour vous montrer que quand vous avez une position qui n'est pas adaptée, le logiciel peut vous signaler une alerte en haut sous forme d'un point d'exclamation qui vous dit que la direction peut être optimisée. Mais vous restez maître de votre planification. Je vais orienter la scapula vers le bas et là, vous voyez que j'aime bien orienter la vis en inféro-postérieur également, vers le pilier de la scapula. Et là, c'est une orientation qui me paraît, en tout cas pour moi, très satisfaisante. Je vérifie également le placement de mes vis sur les coupes 2D, toujours le même repère. Quand je finis la planification en 3D, je vérifie en 2D ce qui peut être représenté sur un scanner, éventuellement post-opératoire, si je positionne mon implant de cette façon-là. Et là, vous avez la scapula avec la légère prise bicorticale de la vis inférieure, pas de saillie de la vis supérieure. Bon, globalement, j'approche la fin de ma planification. Je vais checker la position de mes vis sur la partie 2D et là en coronale. Et là, en faisant défiler les coupes, je vais parfaitement voir ma vis inférieure le long
du pilier, parfaitement dans l'os, la supérieure qui va arriver au pied de la coracoïde bien positionnée, parfaitement, pas de saillie dans l'échancrure. Ici, on va pouvoir bien visualiser le léger rétroversion, le logement de la quille, la vis inférieure qui va être parfaitement positionnée tout le long du pilier, et on remonte jusqu'au pilier. Voilà. Une fois que vous êtes amplement satisfait de l'ensemble de ces éléments, vous avez votre version finale de l'implant. La version native, elle est juste mentionnée en dessous pour pouvoir vous faire visualiser la correction que vous faites. Une fois qu'on a tous ces éléments, on pourra valider cette présentation, ce qui va générer un rapport. Et ce rapport, c'est le document que vous pourrez emmener avec vous au bloc opératoire. Et sans attendre un PSI ou un guide spécifique, vous avez direct sur votre rapport l'ensemble des éléments avec les guides à utiliser de votre ancillaire, une version à 10 qui va me permettre de mettre un implant à 5 et une inclinaison à 10 puisque vous avez les trous qui représentent les inclinaisons avec tous les éléments et vos infirmières pourront d'emblée prendre la taille des vis, la taille de la glénosphère, vos implants seront prêts. Donc ça, c'est la planification, comment je la réalise. Ce qui est très intéressant, c'est de se poser la question, est-ce qu'on est fiable ? Parce que c'est bien de planifier, mais est-ce qu'en post-opératoire, on a un positionnement qui est adéquat? Je vais me permettre de partager avec vous comment on fait sur un scanner post-opératoire vérifier la position de notre implant et surtout calculer les versions en fonction de ce qui a été réalisé sur votre planification. Là, on va transposer l'omoplate et la glène native avec votre glène prothétique. On va pouvoir apposer l'ensemble des images et vérifier sur le scanner également, comme ce que j'ai fait sur ma planification, la position des vis supérieures, inférieures, la quille, pour vérifier vraiment le positionnement de votre implant et créer les deux plans fondamentaux qui sont le plan coronal et le plan axial qui vont permettre de définir avec le logiciel votre inclinaison et votre version prothétique. Alors, évidemment, ceci nous permet de savoir est-ce que c'est quelque chose qui est fiable et aussi se poser la question est-elle reproductible? Et ça, Philippe va avoir la gentillesse sur sa présentation de montrer également une planification à lui, ce qui vous permet de visualiser un peu deux modes de planification. Et je reviens sur ma présentation puisque je vais vous montrer la seule publication récente, parce que tout le monde s'y intéresse maintenant, et ça, ce sont des scanners qui ont été in vivo par l'équipe rémoise et qui a été publié dans l'International Orthopedics en mars dernier, et ils ont fait des scanners post-opératoires sur leurs patients, et ils ont vérifié un petit peu l'ensemble de ces éléments, notamment et uniquement sur la version, l'inclinaison n'a pas été étudiée, et on a vu qu'ils étaient sur des mesures qui restent inférieures à 2,5 degrés par rapport à la planification, avec des longueurs de vis qui étaient jusqu'à 70% des cas correspondantes. On a commencé à faire également un travail dans ce sens. Je vais partager avec vous deux cas. C'est une planification qui a été réalisée. Ce patient, on a planifié sur une version à 0 avec un guide à 0, une inclinaison à 10, pour un implant à 3 degrés de tilt inférieur et un implant à 0, puisque c'est un patient, ce qui est relativement peu fréquent, il a une glène native antéversée de 2 degrés. Et ici, vous avez un implant qui est planifié à 0 et le post-op, la version est à 0,20 ou 26 avec une inclinaison à 3 degrés inférieure et je n'ai pas pu l'obtenir, j'ai eu 1 degré. Mais c'est un différentiel global qui reste inférieur à 3 degrés. Deuxième cas, un patient qui avait une rétroversion native de 7 degrés planifié à 9 degrés avec un guide à 0 et un guide à 20 degrés d'inclinaison pour permettre de passer de 13 degrés en inclinaison supérieure à 7 degrés de tilt inférieur. Voici le post-op. La rétroversion planifiée à 7, elle est de 7,79 sur le scanner post-op. Et sur l'inclinaison, on était à 7 degrés inférieur, on est à 6 degrés,06. Donc ça reste quelque chose qui est très intéressant en termes de précision. C'est important d'avoir beaucoup plus de cas sur des chirurgiens différents pour permettre de représenter ça. Et donc, le message pour moi, c'est de vous faire passer un message important qui est l'intérêt de la planification 3D avec quelque chose qui peut être reproductible, fiable, en utilisant un ancillaire qui peut être disponible
au bloc opératoire. Donc c'est très important pour toutes les épaules, indépendamment et de surcroît quand les usures sont importantes. Et comme je vous l'ai dit, ça doit être reproductible en salle d'op parce que les planifications sur ordinateur qu'on ne peut pas reproduire le jour J au bloc opératoire peuvent compromettre le positionnement et donc le résultat fonctionnel. Et je pense que d'autres études sur cette fiabilité et reproductibilité seraient très intéressantes dans le futur. Je vous remercie. Merci Omar, c'était vraiment très instructif ta planification. Ça me permettra de passer un petit peu plus vite sur mon topo car vous avez été un peu bavard, hein, les jeunes, mais bon, ça c'est habituel d'être un peu bavard quand on est passionné. Moi, je suis assez impressionné par tes deux cas parce que j'ai pu contrôler mes cas et parfois j'avais des différences de 3-4 degrés. Alors, c'est à vérifier. Je crois qu'il faut faire une série plus longue. Je pense que tu as des déformations où il est plus facile d'appliquer le guide que d'autres. Et ce guide, c'est un guide réutilisable et forcément, il n'est pas adaptable à toutes les surfaces de Glen. Donc, on peut avoir parfois 2-3 degrés. On s'est aperçu que ça n'avait pas de corrélation avec le résultat clinique, heureusement. Mais voilà, donc... Mais ça évite des malpositions majeures en antéversion ou en tilt supérieur. Voilà, pour ceux qui nous écoutent, les résultats sont exceptionnels, mais on peut avoir un peu plus de variation, mais ça n'entraînera pas de corrélation et de toute façon, on sera plus précis que sans aucun guide et sans aucune planification. Donc, je vais vous présenter le dernier topo. Alors, Hélène va passer le diaporama. Voilà. Donc, j'ai préparé cette petite lecture avec Efi Kazoum, qui est un chirurgien orthopédiste israélien et qui travaille avec moi en ce moment. Et je le remercie. Voilà ce cas clinique. Il s'agit d'une patiente de 85 ans, droitière, retraitée bien sûr, et qui souffre de douleurs de l'épaule depuis environ 3 ans. Elle a eu des infiltrations, de la rééducation. Vous voyez sa mobilité extrêmement limitée avec 80 degrés d'élévation, des douleurs évaluées à 8 sur 10, une fonction à 50%, un score de constant à 27. Vous voyez, donc il s'agit d'une épaule qui n'est pas pseudo-paralytique, mais qui présente, on va le voir sur l'imagerie. Alors voilà ici la mobilité de cette patiente juste avant l'intervention. Alice est prête ? Ah, ok. Vous voyez, elle a très peu d'élévation active, Okay. 80 Vous arrivez degrés. à mettre la main sur la tête ? Pas possible. Elle ne peut pas mettre la main sur la tête, bien sûr. Douloureux. Elle est extrêmement douloureuse. Elle a une rotation externe active, donc elle a un petit rond. Et donc, c'est une bonne indication de prothèse inversée. Voilà ces radios. Vous voyez une omarthrose médialisée avec une subluxation postérieure. Bien sûr, on fait un scanner systématiquement 3D, puisqu'on va envoyer ce scanner à l'ingénieur qui va nous faire la planification préopératoire. La reconstruction, vous voyez des muscles de mauvaise qualité, atrophie musculaire, infiltration graisseuse, une subluxation postérieure et une glène extrêmement usée. Donc, vous voyez que l'indication ici n'est pas discutable et on a décidé de faire une prothèse inversée. Alors, voilà une petite vidéo. Là, je vais passer assez vite parce que je trouve que la présentation de Omar était excellente. Vous voyez qu'on a une analyse à la fois en 3D, mais aussi en plan coronal, en plan axial. Et il faut systématiquement, vous avez la version native, ici 3 degrés, vous avez l'inclinaison qui est 1 degré supérieur, et ici une subluxation postérieure. Donc vous tournez, vous essayez de bien comprendre l'omoplate, vous essayez de bien comprendre la déformation. C'est assez ludique. Et vous avez ici les points qui nous servent à avoir l'axe à peu près. Vous voyez l'axe. Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut se tromper dans l'axe. Ce n'est pas facile en opératoire d'avoir l'axe. On s'est aperçu que quand on se trompait de 5 degrés dans un sens ou 5 degrés dans l'autre sens, il n'y avait pas d'influence sur la version et sur l'inclinaison. Donc, une malrotation de notre implant de 10 degrés n'aboutit pas à des catastrophes.
Donc voilà, ici, c'est toujours la même chose. Vous voyez, le logiciel vous propose un 44S, 36. Vous devez corriger la version, vous devez corriger l'inclinaison. Je vais passer tout ça parce que ça, on va essayer de passer. Et puis, vous vérifiez à la fois, comme a dit Omar, sur les coupes coronales, sur les coupes axiales, pour être vraiment flush à la partie inférieure de la glène. Et vous essayez de ne pas perforer, vous positionnez au mieux. Alors, ce qui est très important, c'est que vous allez avoir le positionnement de votre metal back et il faudra le reproduire en péropératoire. Donc, je vais avancer un petit peu parce que là, c'est un petit peu pareil. Il faut faire attention aux nerfs suprascapulaires. Alors, parfois, vous avez une petite alerte en disant ah, attention, vous perforez tôt, la vis est trop longue. Il faut essayer de… Là, vous pouvez mettre un long peg parfois si vous avez l'impression que la corticale risque de se casser avec une 44S. À ce moment-là, vous pouvez mettre un long peg qui a un positionnement qui perfore la scapula en avant et qui fait une excellente fixation. Je vais avancer. Vous voyez ici, vous pouvez enlever, vous pouvez voir un petit peu ce que vous allez rimer avec 46% de contact. Généralement, quand vous avez 40% de contact, vous avez un excellent press fit. C'est amplement suffisant. Vous n'avez pas besoin sur une inversée d'avoir 90 à 100% de contact. Ce n'est pas nécessaire. Donc là, vous avez ce positionnement. Vous pouvez parfaitement voir les vis en transparence. Et à la fin, je vais avancer pour avoir du temps pour les questions. Voilà. Et à la fin, vous avez cette fiche qui résume un petit peu votre tableau de bord et ce que vous allez faire en péropératoire. Donc, vous avez un guide. Dans ce cas, vous avez un guide, une version native à 3 degrés et vous avez corrigé à 5 puisque vous avez mis une inclinaison de 10. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand vous faites varier l'inclinaison, vous avez la version qui varie aussi. Ça, c'est difficile à comprendre, mais c'est une vision 3D qu'on doit avoir. Et quand vous faites varier de 10 à 20 degrés l'inclinaison, eh bien, vous variez aussi un petit peu la version. Alors, on va passer au topo. Alors, OK, merci. Voilà la feuille. Et maintenant, on va essayer d'appliquer à la chirurgie. Et voilà un petit peu le temps glénoïdien. Donc, la voie d'abord est deltopectorale. L'exposition se fait avec un écarteur postéro-inférieur, un écarteur supérieur, un écarteur antérieur, un écarteur inférieur. On excise parfaitement toute la capsule, tout le labrum, et l'important est de définir la partie inférieure de la glène, la position de la coracoïde, et essayer de retracer l'axe que l'on vous a proposé sur la planification préopératoire. Donc, vous voyez, globalement, j'ai estimé que cet axe était ici. Vous voyez que si vous avez une variation de 5 degrés vers l'avant ou l'arrière, vous n'avez pas de risque de malrotation. Après, vous utilisez votre guide. On vous a dit de le mettre à 17 mm en avant et 15 mm du bord inférieur. Eh bien, vous reproduisez exactement ce que vous avez programmé avec une version à 0 et une inclinaison à 10. Donc, vous positionnez votre guide. C'est là où je vous dis que parfois, il est difficile de bien l'appliquer parce que la glène est un peu déformée et vous mettez votre broche axiale. Vous vérifiez que vous êtes bien à 17 mm par rapport au bord antérieur. Vous vérifiez que vous êtes bien à 15 mm du bord inférieur. À ce moment-là, l'intervention est terminée. Vous pouvez, si vous suivez cette broche, mettre votre implant dans la direction planifiée. Là, vous voyez, c'est à 1 mm, donc je n'enlève que très très peu de cartilage. D'ailleurs, il n'y avait plus beaucoup de cartilage. Vous voyez que vous n'avez pas besoin de recouvrir toute la glène. On se fixe à la partie inférieure, cela suffit. Vous préparez votre quille, toujours sur la broche, donc toujours selon la planification. La broche, c'est la clé de la réussite. Et après, vous préparez votre quille avec un impacteur 44S et vous coupez en avant car il y a une palette en avant qui permet de parfaitement stabiliser. On fait des petits trous dans la glène pour activer un
petit peu la greffe osseuse spongieuse, parce que vous avez vu qu'il y a une petite inclinaison, donc il y aura une petite greffe osseuse spongieuse supérieure. Et après, vous implantez votre implant, ici, vous voyez, avec une petite ailette antérieure recouverte d'hydroxyapatite, et vous l'enfoncez avec ce petit greffon supérieur, souvent. J'aime bien mettre un tilt inférieur, car ça a meilleure tenue lors de l'abduction. Vous avez une compression, et vous avez une petite distalisation aussi. Donc, vous mettez vos vis que vous avez choisies. Omar vous a bien dit, vers l'arrière, vers le bas, vers l'avant, vers le haut. Vous avez un excellent press-fit déjà de votre metal bag sans les vis, et vous complétez par des vis corticales qui, à compression, qui perforent légèrement la corticale pour avoir une compression. Puis après, vous mettez votre glénosphère, 36 pour les femmes, ou plutôt 39 quand les hommes sont un petit peu costauds. Et après, vous faites votre temps huméral. Voilà ce qu'on voulait vous dire sur la planification de l'implant glénoïdien, car pour l'instant, le logiciel est en évolution. On est en train de travailler sur la planification de l'humérus et le latéral offset. Voilà, donc je vous ai présenté simplement la radio post-opératoire. C'est vrai qu'il faut faire un scanner si on veut être un peu plus précis. Mais voici la radio post-opératoire. On a essayé de mesurer l'angle entre l'épine de l'omoplate et l'implant glénoïdien. C'est une valeur approximative. C'est une valeur approximative, mais qui nous renseigne déjà un petit peu sur votre positionnement de glène et si vous avez à peu près reproduit la planification préopératoire. Donc, on vous invite bien sûr au congrès en février si le Covid l'autorise. Si le Covid ne l'autorise pas, ben, on reportera un petit peu ce congrès. Mais ça sera encore l'occasion de parler pendant 3 jours de la prothèse, des planifications préopératoires qui nous paraissent actuellement essentielles pour être reproductibles surtout et pouvoir corriger de façon optimale les déformations importantes.